J'aurais dû me maquiller. Vous êtes très bien comme ça. Je vais changer un peu quand même la lumière, parce que ça devrait aller. Ah, c'est mieux, non? Super. C'est mieux. Oui, vous Ouais. êtes très bien. Et merci, je ne sais pas si je vous l'ai dit, merci d'avoir accepté notre demande d'interview. Donc, on est très heureux de vous avoir et de pouvoir échanger avec vous. Merci. Merci à vous. Je suis producteur de films. J'ai fait pendant longtemps des films de fiction. Mm. Quand j'en ai eu un peu, j'étais un peu fait le tour de la question de la fiction. J'ai fait du documentaire parce que c'est quelque chose qui me plaît. J'avais toujours eu envie de faire du documentaire. Il se trouve que j'ai commencé par hasard à faire des documentaires sur la peinture, à produire. Et puis, arrivé au troisième, j'ai dit, bah tiens, pourquoi pas le faire moi. Autant de la fiction, je me serais pas lancé parce que c'est de la mise en scène, c'est autre chose. Mais le documentaire, bah voilà, c'est pas simple, hein, c'est pas simple du tout. Mais je pense que c'est plus simple que de faire un film de fiction, de long métrage. Donc voilà, je me suis lancé dans ce Velasquez, qui est mon premier film comme réalisateur, et très probablement le dernier d'ailleurs. Donc Mm. oui, j'ai une acquaintance avec le monde latino au sens large, si vous voulez. Et bien sûr, j'ai vécu 14 ans en Espagne, hein, je me suis marié avec une Espagnole, j'ai produit des films en Espagne, j'ai produit des grands metteurs en scène espagnols, Bigas Luna, Carlos Saura, des gens comme ça, et puis d'autres moins connus. Euh, mais bon, Madrid, c'est Paris des années 30, tout le monde se connaît. Il se trouve que j'avais une amie qui travaillait chez Canal+, à l'époque, qui a été nommée directrice de toute la partie, je dirais, marketing, entre guillemets, du musée du Prado. C'est un peu elle qui m'a fait rentrer dans le circuit quand ils ont fait le Jérôme Bosch. Ils avaient besoin d'un partenaire en France. Et donc, elle m'a appelé. Je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas. Enfin bon, ça m'a même un peu fait rigoler parce que je me suis dit, si tu imagines que je vais faire 3 sous avec un film sur un peintre du XVe siècle, tu te fais des idées. Mais enfin bon, pourquoi pas. Et puis il se trouve que ce film, il a fait 80 000 spectateurs, ce qui est monstrueux pour un documentaire. Et donc je me suis dit, bah tiens, là, il y a peut-être une voie à explorer. Et à la suite de quoi j'ai fait Goya, qui a très très bien marché aussi, toujours. Bah, c'est son job, hein, pas de la famille royale. C'est-à-dire Mhm. que la tradition, alors évidemment, il n'y a pas de photographe, inutile de vous dire à l'époque, donc les grandes cours européennes avaient un peintre attitré qui était, bon, qui essayait d'aller chercher chez le meilleur de tous, qui était censé faire des portraits de la famille royale, le roi, la reine, les enfants, le roi à la chasse, la reine avec ses courtisanes, etc. C'est le photographe. Alors, très vite, Velázquez, qui est engagé très jeune comme peintre de la cour, il va d'abord avoir une relation très privilégiée avec le roi de l'époque. Ils vont être très amis, enfin, autant qu'on peut l'être avec un roi, attention, hein, ça, il y a toujours une distance. Hein, même s'il y a une grande amitié du roi pour Velázquez, il reste le roi. Hein. Quand j'ai compris à quel point Velázquez était un immense talent, je me suis dit, j'ai aucune légitimité pour le dire moi, donc je le fais dire par les autres. Et quand c'est Mhm. Dali qui le dit, ou quand c'est Picasso qui le dit, ou quand c'est Francis Bacon qui le dit, eh ben, je veux dire, ça a une autre portée que si c'est Stéphane Sorla qui le dit. Vous voyez. Donc c'est un peintre qui va influencer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme moi, comme je raconte l'histoire à l'envers, hein, je commence Mhm. aujourd'hui par des jeunes peintres, pas forcément connus d'ailleurs, qui disent Velasquez m'a influencé d'une manière ou d'une autre. Puis on va remonter dans le temps,
Et puis, bien sûr, Bacon, Dali, Picasso qui a fait 40 copies des Ménines, c'est dans le film. Et puis, vous Mhm. remontez Manet, les impressionnistes, etc., Goya. C'est-à-dire que tout le monde s'inspire de Velázquez. Manet dit c'est le peintre des peintres, c'est le patron. Le tableau des Ménines, c'est un tableau, quand on est devant, on ne comprend pas ce qui se passe. Théophile Gautier le voit au XIXe siècle, il dit où le tableau? Et on voit un peintre qui est devant son chevalet en train de peindre les gens qui sont devant lui, c'est-à-dire qu'il ne peint pas les Ménines, Mhm. hein, puisqu'il peint devant. Les Ménines, elles sont devant lui, hein, Mhm. de dos. Donc, soit il y a un miroir et il peint les Ménines, soit il peint, ce qui est le plus probable, le roi et la reine qui sont devant lui et qui vont se refléter dans un miroir derrière, ce qui est extrêmement culotté pour l'époque, puisque c'est un portrait de la famille royale. Il va mettre le roi et la reine dans un miroir derrière et se représenter lui au milieu, et on ne sait pas ce qu'il peint. Alors moi, j'ai pris en fait la même technique que celui qui m'a appris le métier, qui s'appelle José Luis López Linares, qui est un réalisateur espagnol, qui a fait les deux premiers, qui a fait Jérôme Bosch et le Goya, et qui, grosso modo, il tourne, et puis une fois qu'il a tourné, il se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario. Ces films ne sont pas écrits. Ce qui Mhm. d'ailleurs est extrêmement compliqué à financer parce qu'aller voir un banquier en lui disant je vais tourner mais je ne sais pas ce que je vais tourner. Vous voyez, en général ça plaît moyen. Et ces deux fleuves se rejoignent l'un l'autre et ils sont de deux couleurs très différentes. Mhm. Euh, et donc moi je suis arrivé là sans idée préconçue pour tourner ce galeriste et j'ai vu cette photo. Je dis bon caméraman s'il te plaît tu me prends ça parce que j'adore cette idée de courants qui se rejoignent. Parce que c'est l'histoire de mon film, en fait, de raconter comment des courants se mêlent, comment des courants vont créer une nouvelle forme en se mélangeant, en se métissant, en allant les uns vers les autres, etc. Et pour finalement arriver à la mer, qui est une espèce de vision un peu universaliste de la peinture. Mais bon, cette Mhm. idée de l'eau, elle m'est venue en tournant. Jamais en plus, je suis même pas sûr que ça me serait bien idée parce que j'aurais trouvé ça trop banal, si vous voulez. Oui, Mhm. l'idée de l'eau qui coule, bon, d'accord, ok, ça. Enfin, je sais pas, c'est pas une idée qui m'aurait plu avant. Alors qu'une fois que j'ai vu que j'ai vu ça, là, c'est devenu évident d'avoir de l'eau comme point de liaison entre les différents endroits, les différents personnages, etc. Mais c'est Mhm. totalement anti-cinématographique, le cours magistral. Le cinéma, c'est l'art du non-dit. C'est-à-dire, c'est l'art de faire comprendre au spectateur quelque chose. C'est pas lui dire, lui expliquer pourquoi. Et c'est pour ça que c'était très difficile de faire de Velázquez. Parce que comment expliquer l'inexplicable sans devenir professoral ou didactique? C'est très difficile. C'est un exercice très difficile. Je veux dire, et moi, ça, je dois énormément à Jean-Claude Carrière qui, lui, m'a appris ça. Quand on a fait Goya ensemble, on était très liés pendant une période, et c'est lui qui m'a appris, parce que lui, qui savait tout, surtout, qui avait connu tout le monde, n'était jamais professoral, ni didactique, ni explicatif. C'était la personne la plus simple du monde, et qui vous expliquait les choses les plus compliquées d'une manière toute simple. Et l'avantage du documentaire, si vous voulez, c'est que vous n'êtes pas tenu à une rentabilité maximum. Euh, Voilà. c'est pas, C'est les enjeux financiers, en les fait, enjeux financiers, qui vous formatent. sont raisonnables. Donc, si Mhm. vous perdez un tout petit peu. Si vous gagnez un tout petit peu. Mais au moins, Mhm. voilà, ça vous laisse, oui, ça laisse une liberté qu'on n'a plus en fiction.